Les filles, ce week-end, j'ai regardé une série géniale, c'est The Last of Us, vous connaissez? Oui, j'en ai entendu parler, j'ai même lu un article de journal dessus. En fait, le champignon de The Last of Us existerait vraiment. Il ne zombifierait pas les humains, bien sûr, mais il pourrait infecter de petits insectes, comme les fourmis par exemple. Mais si, arrêtez, un champignon comme ça n'existerait pas. Enfin, comment un champignon pourrait-il infecter un être vivant? Allô les filles, alors j'ai fait des recherches et le champignon de The Last of Us existe vraiment. C'est le Cordyceps unilateralis, l'une des 600 espèces du genre Cordyceps. Ce champignon est un parasite. Une de ses spores va se poser malencontreusement sur un insecte et va germer jusqu'à envahir tout son organisme. Quand le cordyceps se rapproche de la maturation, il forcera l'insecte à se déplacer dans un lieu aux conditions favorables à sa multiplication. L'insecte va se laisser mourir, mais le champignon va quand même continuer de puiser dans l'organisme de l'insecte pour se développer et libérer des spores qui infecteront de nouveaux insectes. Mais comment pourrions-nous observer ce phénomène à notre échelle puisque ce champignon est très rare en Europe? On pourrait en commander. Un mycologue en vend en provenance d'Estonie. Pour mettre toutes les chances de notre côté et nous informer sur les champignons en général, nous avons contacté un mycologue lorrain. Il s'agit de Jean-Paul Maurice qui nous a suivis tout au long de notre projet. Nous avons également fait une sortie mycologique dans la forêt de Janas. Il est maintenant temps de vous présenter notre démarche scientifique. Nous supposons que notre culture de Cordyceps unilateralis contient des spores. Pour commencer, nous avons à l'aide d'une pipette graduée déposé 5 gouttes de notre culture liquide de Cordyceps sur une lame de microscope. Nous avons ensuite ajouté 2 gouttes de colorant bleu de méthylène qui devrait nous permettre de mettre en évidence les spores du champignon à l'aide du microscope. En observant la lame, nous avons en effet pu les voir. Nous sommes donc rassurés. Notre culture liquide est intacte et contient bien des spores. Expérience 2. Nous supposons qu'en reproduisant le milieu de vie du Cordyceps unilateralis, le mycélium qui contient les spores se développera. Nous avons commencé par préparer un substrat à base d'œufs entiers avec leurs coquilles, de levure, de miel et de raisin. Ce substrat imite au mieux le milieu de vie naturel de notre champignon. Nous avons ensuite supprimé les potentiels contaminants présents en stérilisant la mixture à l'aide d'une cocotte minute. Nous avons ensuite ensemencé le substrat en ajoutant 3 ml par bocal de culture liquide. Nous avons ensuite placé nos bocaux dans le noir à 18 degrés. 3 jours plus tard, le mycélium blanc que nous recherchions a commencé à se développer sur le dessus du substrat. Le mycélium nous servira pour la prochaine expérience. Nous supposons qu'après avoir été mis en contact avec les fourmis, le mycélium contenant les spores les infectera. Pour commencer, nous sommes partis en forêt à la recherche des insectes. Nous avions plusieurs craintes avant d'effectuer cette expérience. Est-ce que les fourmis que nous trouvons dans notre région réagiraient aux champignons? Est-ce que l'expérience serait représentative avec un aussi petit échantillon de fourmis? Nous avons réalisé 3 montages et placé 10 fourmis dans chacun. Un montage témoin dans lequel les fourmis n'étaient pas en contact avec le champignon et 2 montages expérimentaux. Dans le premier montage expérimental, nous avons ajouté plusieurs gouttes de notre culture liquide dans la terre. Dans le second, nous avons placé le mycélium et son substrat développé dans le bocal avec les fourmis. 4 semaines plus tard, des résultats ont commencé à apparaître. Dans le montage témoin, 8 fourmis sur 10 ont survécu. Leur mort ne peut pas être liée au cordyceps vu que les fourmis n'étaient pas en contact avec. Dans le montage culture liquide, 9 fourmis sur 10 ont survécu. Nous supposons donc, grâce aux résultats du montage témoin, que la cause de la mort de la fourmi n'est pas due aux champignons. Et dans le montage avec le substrat et le mycélium, nous avons observé que seulement 3 fourmis sur 10 ont survécu. Le pourcentage de survie de ces fourmis de ce troisième montage est nettement inférieur aux 2 autres, alors que les 3 bocaux étaient placés dans les mêmes conditions de température et d'humidité. Avant de mourir, nous avons observé que les fourmis ont présenté un comportement anormal en s'approchant toutes du champignon et en se laissant mourir aux abords. Nous supposons donc que la mort des fourmis est bien liée au Cordyceps unilateralis. Si nous avions laissé nos fourmis plus longtemps en contact avec le champignon, nous supposons que le champignon aurait continué à se développer dans l'organisme de chaque fourmi jusqu'à fructifier et qu'ils auraient continué à infecter les fourmis restantes en libérant de nouvelles spores. Malheureusement, la culture de Cordyceps que nous avions commandée a été expédiée depuis l'Estonie et la livraison a mis un certain temps, ce qui a réduit notre temps d'expérience. En conclusion, pour que le Cordyceps unilateralis infecte les fourmis, il faut qu'elles soient en contact avec le mycélium sous la forme solide, afin que les spores puissent se propager jusqu'au cerveau de l'insecte et se multiplier. Il existe également d'autres espèces de Cordyceps, comme par exemple le Cordyceps militaris, qui est très utilisé dans la médecine chinoise. Ce champignon produit de la cordycépine, capable de ralentir le développement des cellules cancéreuses. Selon les chercheurs, la cordycépine pourrait aider à développer de nouveaux médicaments anti-cancer. Oh non, c'est le Cordyceps qui l'a infecté! C'est une blague! Mais j'ai une question, vous croyez que les Cordyceps pourraient aussi prendre le contrôle des êtres humains? Mais non, il faudrait qu'ils subissent des modifications génétiques pendant des millions d'années pour pouvoir un jour infecter l'homme. Pour l'instant, il a seulement évolué pour infecter de petits insectes comme les fourmis. Mais oui, si la contamination d'une fourmi à une autre est difficile, imagine la difficulté de passer d'une fourmi à un humain. Oui, mais vous savez, beaucoup d'infections ont débuté chez des animaux et ont ensuite muté chez des humains. Comme par exemple le typhus qui provient des rats ou le sida des chimpanzés. Ça fait peur!